Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et donc on reste au contact de ce monde immobilier, de l'investissement immobilier, et on vous propose ce matin, je vous le disais, une fiche pour bien appréhender un point, une stratégie patrimoniale. Pour rédiger cette fiche, Yann de Florenne. Bonjour Yann. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous pour Modo Patrimoine. Alors donc je le disais, l'OBO immobilier. OBO c'est de l'anglais, Owner by Out. Donc je l'ai traduit tout à l'heure dans le sommaire par la vente à soi-même. Donc vous allez un peu nous expliquer qu'est-ce que c'est. Exactement, OBO, Owner by Out, littéralement, la vente à soi-même. Concrètement, c'est l'opération pour un propriétaire immobilier qui possède des investissements locatifs de vendre ses biens immobiliers à une société, SCI, SARL de famille, dont il détient le contrôle. En général, financé par un crédit bancaire. Le but, c'est de permettre aux propriétaires personnes physiques de récupérer du cash en perso, tout en gardant le contrôle et la possession sur ces biens. Sauf que dans ce schéma, au lieu de les détenir en direct, en nom propre, il va les détenir à travers une société. Donc c'est ce que je disais, c'est une stratégie patrimoniale qui s'inscrit dans un cadre immobilier dans lequel on trouve aussi d'autres façons de gérer son portefeuille immobilier. C'est une stratégie parmi d'autres. C'est ça, des stratégies patrimoniales, financières, fiscales. Il y en a des tonnes qui doivent toutes être adaptées à des situations, à des objectifs. Et l'OBO, c'est vraiment une stratégie de restructuration du patrimoine. On ne commence jamais dans le monde des investissements, que ce soit financier, immobilier, par dire « je vais faire un OBO ». Il y a plein d'étapes. C'est plutôt une fois que son patrimoine est constitué et on se dit, bon, comment je... Exactement, ça s'adresse à des patrimoines déjà créés et non pas en tout début de stratégie d'investissement. L'objectif principal, c'est vraiment celui-là, c'est de ressortir de la trésorerie ? J'ai distingué 5 gros objectifs lorsqu'on met en place un OBO pour des clients. Effectivement, le premier, c'est la création de liquidité sans perdre la possession du bien. Ouais. Parce que justement, il y a un acte de vente, il y a un acheteur, un vendeur. L'acheteur, la société en l'occurrence, va payer une somme financière au vendeur. Donc, personne physique qui va récupérer du cash. Et ce cash, il peut être réinvesti dans différents supports financiers, dans d'autres projets professionnels, des startups. Le but, c'est vraiment de continuer à créer de la richesse, de la valeur. Deuxièmement, il y a une optimisation fiscale sur les loyers. Quand on génère un crédit, ça va générer des intérêts et ces intérêts sont fiscalement déductibles, ce qui va permettre d'augmenter la rentabilité nette de l'investissement. Il y a une optimisation fiscale aussi sur la transmission. Les clients qui ont pour objectif de commencer à transmettre tout ou partie du patrimoine immobilier, d'intégrer les enfants dans cette société, en l'occurrence via la donation des parts de la société, soit donation en pleine propriété ou en démembrement, et quand il y a un acte de donation, ça constitue des droits de donation. Sauf que cet impôt, les droits de donation, se calculent sur ce qu'on appelle la valeur nette comptable, sur l'actif net. L'actif net, c'est l'actif moins le passif. Et oui. Le crédit, ça constitue un passif. Donc si on commence à transmettre en début d'opération, le passif, le crédit, qui en général va être à hauteur de la valeur des biens immobiliers, ça permet de réduire la valeur nette comptable à 0 et donc parfois de transmettre des centaines de milliers d'euros sans payer 1 euro. Ensuite, on a potentiellement une optimisation de l'IFI, de l'impôt sur la fortune immobilière, parce qu'à l'image des droits de donation, l'IFI, le taux d'impôt de l'IFI va se calculer sur l'actif net, le patrimoine net. L'actif, la valeur immobilière, moins le passif, le crédit. Et enfin, dernièrement, ça permet aussi de rajouter une sorte de protection de la famille pour l'investisseur, notamment grâce à tout ce qui va être assurance décès invalidité. Quand on souscrit un crédit, on prend des assurances. Si par malheur, l'investisseur qui a mis en place cette opération venait à décéder, c'est l'assurance qui va rembourser l'intégralité du crédit, ce qui va permettre de transmettre à ses enfants un patrimoine net de crédit, plus le cash qui aura été généré dans l'opération. Alors, vous l'avez rappelé brièvement au début, c'est vrai que ce n'est pas une stratégie qu'on met en place en commençant sa vie patrimoniale. Ça veut dire que c'est quelque chose sur lequel on va retrouver plutôt, j'ai envie de dire, des gens au patrimoine déjà constitué, donc des chefs d'entreprise, des professions libérales, c'est ça ? Exactement. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est une stratégie de restructuration. Ça va s'adresser à des patrimoines déjà constitués, à des propriétaires immobiliers qui ont du patrimoine immobilier, des investissements locatifs conséquents
et notamment nets de crédit. Commencer, comme je le disais précédemment, mettre en place un OBO quand on vient seulement d'acheter son premier appartement, deux sur appartements, lequel on est encore endetté, etc. on est déjà en début de crédit, ça n'a absolument aucun intérêt. Donc effectivement, ça s'adresse à des patrimoines déjà constitués qui, notamment, n'ont plus de crédit sur ce patrimoine immobilier. Souvent, quand on évoque, y compris ensemble, Yann, des stratégies comme ça patrimoniales, il y a quasiment, j'ai envie de dire, un calendrier à respecter parce que ça ne s'improvise pas. Voilà, il faut travailler un petit peu tout ça. Comment ça fonctionne, justement, ce montage? Comment on s'y prend? Ça prend combien de temps? Enfin, voilà, un peu la petit calendrier ou fiche pratique, quoi. D'un point de vue chronologie, déjà la première chose à faire, mais on va le redévelopper un petit peu après, c'est s'assurer de la pertinence financière de cette opération. D'accord. C'est le plus important. Ensuite, si c'est pertinent financièrement, c'est comme une vente classique. La première étape déjà, c'est la constitution de la société, une SCI à l'IS, une SARL de famille. Une fois que cette société est créée, elle va aller démarcher les banques pour l'obtention d'un financement, d'un crédit bancaire. Une fois le crédit obtenu, on passe devant notaire où le propriétaire personne physique va revendre ses biens à une société dont il détient le contrôle. Ensuite, le propriétaire récupère le cash. Le but, c'est de le placer. Et la société, la SCI, va rembourser le crédit grâce aux loyers qui sont générés. Donc, on a dit aussi un mot du côté gommage fiscal. Est-ce qu'il y a des risques ou est-ce qu'il y a des contraintes? Parce que souvent, on le rappelle, sur des tas de dispositifs qui sont là aussi fiscalement très efficaces, il y a aussi, parce que l'État te fait rarement de cadeaux sans une arrière-pensée, entre guillemets. Donc souvent, quand il y a une possibilité d'avoir comme ça de la gomme fiscale, souvent il y a des contraintes ou en tout cas des choses à ne pas faire. Enfin, donc, il y a des risques, il y a des contraintes. Comment est-ce qu'on l'aborde, cette OBO? Bien sûr, c'est ce que je disais. Jusqu'à présent, on a vu les avantages. De l'autre côté, il y a des inconvénients. Et il faut vraiment avoir en tête tous ces inconvénients, toutes ces contraintes avant de se lancer dans cette stratégie qui peut être plus ou moins complexe. Je vois 4 principales contraintes. Déjà, premièrement, les coûts de l'opération. Il va y avoir des honoraires de conseil à payer à son CGP, à son avocat fiscaliste pour la mise en place de l'opération, des coûts comptables pour la création de la société. On va devoir tenir une comptabilité, des frais de dossier bancaire, les frais d'hypothèque, les frais de caution, les frais de garantie. Ensuite, vu qu'il y a un acte de vente, il va y avoir des frais d'acquisition, l'État intervient avec ses taxes, et des frais de notaire. Donc là aussi, à calculer. Troisièmement, ce qui n'est pas négligé, c'est l'impôt sur la plus-value qui va être généré par le particulier qui va revendre ses biens. Même s'il se les revend à soi-même, il y a quand même une plus-value qui va être d'un peu plus de 36%. Ça aussi, c'est à prendre en compte. Et enfin, dernièrement, le 4e point, c'est les taux d'intérêt. C'est cette opération, plus les taux d'intérêt sont faibles, plus c'est intéressant. Plus les taux d'intérêt sont hauts, plus ça vient ruiner, entre guillemets, la rentabilité de cette opération. Quand les taux sont aux alentours de 4-5%, c'est peut-être pas forcément le meilleur moment de le faire. Donc c'est pour ça, avant de mettre en place cette opération, et c'est ce qu'on fait chez Modo Patrimoine avec nos clients, il faut s'assurer de la pertinence financière, que les gains générés par l'opération sont beaucoup plus importants que les coûts engendrés, et surtout s'assurer que ça correspond à une situation, à des objectifs et à un horizon de placement. Vous dites, effectivement, on a bien compris, l'idée c'est de dégager des liquidités, etc. Ce cash, comment est-ce qu'on peut l'utiliser intelligemment après? Parce qu'effectivement, ça veut dire que le particulier, il se retrouve après impôt avec un petit magot. Intelligemment, on en fait quoi? Alors, soit il peut se faire plaisir, partir en vacances. Oui, bon. C'est toujours possible. Qui fait, mais c'est pas forcément l'intérêt financier. Si on veut vraiment pousser la stratégie à son paroxysme, le but, c'est que ce cash soit utilisé sur des placements financiers. On peut investir sur des fonds d'investissement à travers l'assurance vie, en bourse, en actions à travers le PEA, acheter de la SCPI, ou bien même sur des projets professionnels, si on a besoin d'argent pour créer une entreprise, pour investir dans des startups, des PME, du private equity. Le but, vraiment, c'est d'utiliser ce cash à bon escient pour continuer à créer de la valeur et toujours à minima, est-ce que les intérêts générés par les placements de ce cash soient plus importants que les intérêts créditeurs, soient plus importants
à minima que les intérêts débiteurs du crédit de l'autre côté. Donc voilà, si vraiment on utilise le cash à bon escient sur des différents placements financiers qui vont nous rapporter 4, 5, 6, 7, 10% par an d'intérêt, tout dépend du projet, c'est une stratégie qui peut être un réel accélérateur d'enrichissement et de création de patrimoine à terme. On a parlé juste avant vous avec Sandrine Alonier et Stéphane Descartier un peu du marché, avec cette idée que les taux, c'en est un peu fini justement des taux bas et qu'on va plutôt être sur une période de remontée de taux, mais aussi au même moment des prix qui n'ont pas encore totalement repris l'ascenseur. Certes, il y a eu une petite amélioration, mais donc ça veut dire que c'est peut-être encore le bon moment dans ce marché encore un peu en recomposition de saisir un OBO bon. Vous l'avez dit, c'est l'économie, les taux montent, les prix baissent, inversement. Je reviens à ce que je disais précédemment, tout est question de simulation financière. C'est indispensable de vraiment faire des calculs, parce qu'effectivement, les taux sont plus hauts, du coup ça engendre plus d'intérêt. De l'autre côté, on va pouvoir en déduire une partie fiscalement. De l'autre, effectivement, parce que l'OBO, on ne revend pas au prix qu'on veut, on doit revendre au prix de marché pour éviter des questions, par exemple, d'abus de droit fiscal. D'accord. Donc, c'est pour ça que c'est important vraiment de calculer, effectivement, si les prix sont plus bas, ça va minorer l'impôt sur la plus-value. De l'autre côté, il y a les taux qui sont plus élevés. Dans le contexte actuel, pour répondre concrètement, aujourd'hui à l'instant T, la dernière opération que j'ai eue, c'était le mois dernier, on a obtenu des taux, un prêt sur 25 ans à 3%. Quand on le rentre dans notre fameux simulateur, 3,10 pour être précis, quand on le rentre dans notre fameux simulateur, il en ressort un gain, un bénéfice à la fin. Donc encore une fois, tout dépend aussi du rendement du patrimoine locatif, de comment va être utilisé cet argent, mais aujourd'hui, avec des taux aux alentours de 3, 3,5, ça vaut le coup. Bon, c'est voilà une petite fiche bien rédigée pour ce matin. Juste, j'imagine, quelqu'un qui l'entend ce matin et qui se dit tiens, ça m'intéresse. Vous nous avez parlé des risques, des contraintes, etc. Est-ce qu'il y a une typologie d'investisseurs ou d'épargnants où c'est interdit, où il faut surtout pas mettre le doigt dans un OBO immobilier, j'entends? Il y a plusieurs choses. Premièrement, c'est ce qu'on disait, à oublier pour vraiment les investisseurs en tout début de crédit. Les primo-accédants à éviter. Ceux qui n'ont pas aussi forcément de stratégie d'investissement avec le cash récupéré. Si c'est récupérer du cash uniquement pour augmenter son train de vie ou le consommer dans des dépenses qui ne vont pas rapporter d'intérêt, ça c'est à oublier. Il faut vraiment avoir des objectifs long terme et c'est une stratégie qui vraiment s'analyse au global. Exactement. Merci beaucoup Yann. Merci Cédric. Yann de Florenne, Modo Patrimoine dans Cœur de Patrimoine. Voilà. Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.